Franck Louvrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de La Baule et vous avez été l'un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy dans les grandes années de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Alors à La Baule justement, est-ce que la vaccination avance correctement? Est-ce que vous avez assez de doses? Est-ce que les habitants n'ont pas un peu peur d'AstraZeneca comme partout? Non, la réalité, c'est qu'on a réussi déjà à avoir un centre de vaccination, ce qui n'était pas, je dirais, sûr au départ. Et puis maintenant, on est passé à 500 injections par jour. Donc honnêtement, ça permet de répondre à une certaine demande, mais qui n'est pas suffisante. Il nous faut encore plus de doses, bien évidemment. Et puis, il faudrait aussi maintenant qu'on ouvre à certaines catégories. Je pense notamment à tous ceux qui sont exposés, qui ont moins de 55 ans, c'est-à-dire à la fois les professeurs. On a une demande importante. Vous savez qu'il va y avoir une rentrée scolaire. Dès le 26, voilà, exactement. On a les pêcheurs, on a les éboueurs, on a les gens qui vont aussi peut-être organiser les élections. Alors la liste des professions s'est élargie et il faut baisser l'âge. Mais il faut baisser l'âge parce que bien évidemment tout le monde n'a pas plus de 55 ans et donc c'est indispensable qu'on puisse élargir les potentiels de personnes qui puissent se faire vacciner ici dans ces centres de vaccination. Les bureaux de vote à La Baule, fin juin pour les régionales et les départementales, vous vous engagez à ce que tout assesseur soit vacciné? Je le souhaite, mais vous savez, c'est pas nous qui désignons les personnes qui doivent être vaccinées. C'est l'Agence régionale de santé qui s'en occupe. Donc moi je souhaite vraiment que l'ensemble des personnes qui vont contribuer à l'élection puissent être vaccinées, que ce soit le personnel municipal, mais aussi les bénévoles, les assesseurs, bien évidemment. Il faut vraiment qu'on protège l'ensemble de la population. Est-ce qu'il ne serait pas légitime que tous les élus de ce pays soient vaccinés parce qu'ils sont au contact et au service de la population? Il le faut, mais attention, il y a des professions aussi qui doivent passer peut-être avant eux. Je pense notamment aux professeurs qui ont leur rentrée là rapidement. Je pense bien sûr aux marins-pêcheurs, par exemple, qui vivent souvent dans des lieux assez clos et qui ont besoin de se protéger. Donc on a vraiment toute une population qui va falloir, où il va falloir se consacrer à leur vaccination. Ça serait pas plus simple si on laissait les villes, les départements, les régions acheter des doses sur le marché? Bien sûr. Je pense que dans cette crise, la leçon de tout ça, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas tiré le principal, je dirais, orientation, c'était qu'il fallait décentraliser, déconcentrer. Il fallait donner le pouvoir aux maires en relation avec les préfets. Et ça n'a pas marché, le couple préfet-maire? Il s'est suspendu pendant trop de temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'État a repris la main. Et c'est vraiment, je trouve, sans doute la leçon qu'il faut tirer de cette crise, c'est que notre France, elle est vraiment décentralisée. Il faut faire confiance aux élus locaux. Ils connaissent leurs commerçants, ils connaissent leur population. Ils savent à quel moment il faut prendre les bonnes et les mauvaises décisions. Ils savent quand est-ce qu'il faut vacciner les gens, quand est-ce qu'il faut fermer les commerces, quand est-ce qu'il faut s'occuper d'eux. Je dirais vraiment, on est passé à côté de la déconcentration et de la décentralisation. Alors, dans cette crise. Le centralisme, c'est sûr, c'est pas l'efficacité, mais c'est l'égalité. Si on avait laissé faire cette décentralisation, La Baule aurait des doses parce que la ville a de l'argent, et puis d'autres communes n'en auraient pas. Non, parce que regardez, on aurait pu bien évidemment avoir une certaine quantité de doses distribuées par chacune des communes, et puis ensuite, par rapport à la nécessité et surtout à la situation sanitaire. Regardez ce que dit Olivier Véran il y a encore quelques jours. Lui, il veut sans doute régionaliser, je dirais, le déconfinement, c'est-à-dire permettre à certaines régions, et même je pense qu'il faut aller plus loin, à certains départements, de pouvoir gérer leur situation sanitaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenant avoir comme approche au niveau national et au niveau local. C'est la bonne solution parce que si demain on déconfine certains départements, mais tout le monde va s'y précipiter pour le week-end et va vous apporter le virus. Bon, d'abord, tout le monde n'est pas en vacances, tout le monde n'a pas toujours la possibilité. Puis, vous savez, moi, je fais partie des villes qui ont l'habitude d'avoir de l'accueil. Moi, je passe de 17 000 habitants à 180 000 l'été. Donc, il faut aussi savoir gérer ses sorties et ses entrées. Mais au-delà de ça, on le voit bien, on a fait un petit peu du coup par coup. On n'a pas géré ça de façon, je dirais, globale et surtout locale. Glocale, comme on dit souvent dans le langage marketing, c'est-à-dire à la fois avoir une stratégie nationale, mais aussi une application locale. Alors, Marine Le Pen, elle, n'est pas favorable à la réouverture des écoles primaires, donc lundi prochain. Et vous? Oui, je pense que si on peut les rouvrir, mais à condition qu'on donne aussi la possibilité au personnel enseignant de se vacciner. Je pense qu'il faut vraiment maintenant passer à une phase supplémentaire de vaccination, donc donner plus de moyens aux centres de vaccination. Nous avons maintenant un tissu de centres de vaccination important sur le territoire français et donner la possibilité à ces professionnels de pouvoir être protégés. Alors les fonctionnaires, on le sait, les personnels soignants, ils étaient prioritaires pour l'AstraZeneca et puis ils n'ont pas tellement envie. Vous avez cette défiance locale? Non, moi, bien sûr qu'il y en a toujours qui se posent la question parce que la communication a été mauvaise en la matière, mais vous savez, il faut surtout porter un jugement positif sur ce vaccin. On le sait très bien, il permet de lutter contre le virus. Vous savez, il faut mieux avoir un vaccin que pas en avoir du tout. Et AstraZeneca est un bon vaccin.
Le petit Nicolas, c'est ainsi que Libération a appelé Emmanuel Macron après son interview très sécuritaire dans le Figaro de lundi. Allusion bien sûr à Nicolas Sarkozy que vous connaissez bien. Que pensez-vous de cette assimilation ? Oh, écoutez, ce sont souvent des raccourcissements médiatiques. La seule chose que je pense en la matière, c'est qu'on l'a pas encore oublié. Nicolas Sarkozy, ça prouve bien qu'il a laissé sa marque en la matière et qu'en matière de sécurité, il a fait énormément de choses. Quand je vois aujourd'hui le débat sur l'irresponsabilité pénale, c'est lui qui avait avancé avec Rachida Dati sur ce sujet. Je vois l'histoire terrible, le crime odieux de Sarah Halimi. On n'a pas apporté de réponse et on savait qu'on pouvait apporter une réponse supplémentaire. Ça avait été en discussion à l'époque, je vous le rappelle. On avait là eu la possibilité de pouvoir rendre la drogue, par exemple, comme non circonstance atténuante. Et là, on se Macron veut changer la loi à la suite. Mais oui, mais on aurait dû le faire déjà à l'époque. On l'avait proposé. Et à l'époque, la gauche était montée au créneau, une partie de la droite aussi, il est vrai. Et franchement, on le voit bien. C'est très choquant dans un pays qui a connu l'histoire que l'on connaît de pas pouvoir juger un crime antisémite. Alors, dans le même ordre d'idées, les peines planchées, c'était Nicolas Sarkozy. Et oui. Là, on entend Xavier Bertrand dire qu'il voudrait instaurer une peine minimum automatique d'1 an pour quelqu'un qui s'en prend aux forces de l'ordre. Logique de rafle, répercute et réplique Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. De quel côté êtes-vous ? Il faut faire attention à ce que les propositions soient applicables et acceptables juridiquement. Je pense qu'il faudrait plutôt, comme je le disais tout à l'heure, se pencher sur l'irresponsabilité pénale plutôt que sur des peines automatiques qui, en fin de compte, ne seraient pas applicables. Il faut, je pense, vraiment nuancer les choses et en l'occurrence, attention, on arrive en période électorale, donc ne soyons pas trop... je dirais, prenons en compte aussi le droit et pas uniquement les annonces politiques. Parce que dans l'affaire Halimi comme dans l'affaire de Viry-Châtillon, la justice dit on applique les textes, on applique les règles. Mais ils ont tout à fait raison. Vous savez, les magistrats, c'est pas toujours ceux qui sont les plus responsables, ce sont les politiques. Sur les responsabilités pénales, par exemple pour l'affaire Sarah Halimi, ce sont les textes qui ne sont pas allés assez loin. Et donc en l'occurrence, c'est là qu'il faut prendre des mesures. À la Baule, vous avez le nombre de policiers qu'il vous faut, notamment quand arrivent les estivants, où vous êtes systématiquement en dessous du niveau. Non, on essaye d'avoir à chaque fois des renforts importants et je pense que cet été on aura encore une compagnie CRS supplémentaire parce que bien évidemment la sécurité suit les mouvements de population et donc comme il y a moins de monde dans les centres urbains, c'est normal que sur le littoral il y ait plus de renforts. Mais j'ai renforcé énormément aussi bien sûr nos policiers municipaux. Je vais doubler les effectifs à la fin de ce mandat et puis je m'appuie beaucoup aussi sur la vidéoprotection qui est un outil indispensable pour permettre de faire de la sécurité. Jean-François Copé et Éric Woerth dans leur proposition de réforme de l'État disent pas d'aide aux communes qui refusent caméras et police municipale armée. Il faut aller dans cette direction ? Moi, je pense qu'il faut aller surtout dans la direction, on arrive en campagne régionale, où les régions doivent porter aussi une aide en matière d'équipement de sécurité. Par exemple, on doit essayer de prendre des mesures intercommunales, c'est-à-dire avoir des centres de surveillance urbains intercommunales qui permettent de passer entre les problèmes de zone de gendarmerie et de zone de police. C'est-à-dire mutualiser des moyens entre plusieurs communes pour pouvoir, bien sûr, avoir des images et pouvoir traiter de ces informations au niveau sécurité. Vous voyez, ça fait partie aussi sans doute des projets qu'on doit avoir dans les semaines à venir dans le cadre de la campagne régionale. On a reproché à la région, pilotée par la droite, de mettre de l'argent dans la sécurité alors que ce n'est pas une attribution de la région. Mais vous savez, s'il fallait attendre qu'on ait l'attribution pour s'occuper des sujets importants des Français, on ferait pas grand-chose. Moi, je pense que c'est important que les régions, par exemple, équipent bien sûr les transports en commun, mais aussi mutualisent des moyens pour permettre d'aider les petites communes, par exemple, à avoir quelques caméras et être reliées à un centre de surveillance urbain intercommunal. Ça, c'est une cohérence. Loi de sécurité globale, loi sur le séparatisme, les mesures qu'on venait d'évoquer, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de s'afficher comme le meilleur candidat de droite à l'élection présidentielle. C'est votre sentiment ? Non, je pense pas. Je pense qu'il s'aperçoit que la sécurité est un problème et est un sujet primordial, mais sauf qu'on est à quelques mois maintenant des élections présidentielles. Donc il était temps. On le voit bien, c'est quand même une attitude très opportuniste. Vous diriez que sur le régalien, il a été défaillant, Emmanuel Macron, il se réveille un peu tard, mais que sur l'économique et le fiscal, il a fait la bonne politique ? Non, je serais pas aussi simpliste que ça. Je pense que sur le régalien, on l'a attendu très longtemps et on l'a pas vu. Et par contre, sur l'économique et le social, il a été bien évidemment dans une situation que j'ai connue aussi d'une certaine façon. C'est qu'il a subi une crise qui était terrible et qui a immobilisé le pays. Les régionales, donc, c'est pour dans quelques semaines maintenant. C'est une élection à laquelle les électeurs sur le terrain s'intéressent ou est-ce qu'ils vous disent, écoutez, on n'a pas la tête à ça, il y a l'épidémie, il y a la relance économique, on s'en fiche ? Non, les électeurs, et je dirais les citoyens, en fin de compte, n'ont pas du tout la tête aux élections locales, bien évidemment. Et on le sait très bien, ça va se passer dans les dernières semaines. Avec Primo sortant, du coup ?
On le verra, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ça va être une campagne très difficile, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne va pas pouvoir y avoir de grandes rencontres, de grands meetings, mais seulement, bien sûr, des approches numériques ou des approches en petit nombre. Donc ça va être une campagne bien particulière qui va sans doute être encore unique dans la Ve République. Avec pour les Pays de la Loire, un cocktail un peu étrange, parce que le RN monte, mais il n'est pas très fort, mais il n'est pas très bas, la gauche unie s'en sort, la République en marche a un candidat de Rugy qui est connu, la droite est sortante, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Si vous voulez, ça c'est une vue de Paris, mais la réalité c'est qu'il y a 3 listes de gauche sur les Pays de la Loire. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, l'union n'est pas faite, mais elle est faite dans les Hauts-de-France. En tout cas, l'union elle est faite à droite, mais elle n'est pas faite à gauche. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est compliqué de partir désunis à 3. Vous n'avez pas l'air inquiet. Bon, écoutez, je suis serein comme avant toute élection. Voilà, il faut être concentré. C'est aussi une élection qui va servir à décanter la situation à droite pour les Républicains. Est-ce que les régionales, Pécresse, Wauquiez, Bertrand, leur destin, suivi des sondages de l'été, ça suffira pour choisir votre champion? Écoutez, je pense qu'il y aura une fenêtre de tir à un moment donné pour un candidat à l'élection présidentielle et ça se passera au dernier moment, comme ça s'est passé au dernier moment pour les 2 précédentes élections présidentielles. Mais c'est quand le dernier moment? Ce ne sera pas avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Parce que la plupart des gens disent en septembre, il faut qu'on ait un candidat. Non, sinon... mais je ne vois pas pourquoi. Il faut laisser d'abord ces élections. Il y a déjà 2 scrutins avant l'élection présidentielle. Et puis ensuite, on verra les choses se passer au fur et à mesure du temps. Et il est possible qu'aujourd'hui, on ne connaisse pas le nom du prochain candidat à l'élection présidentielle. Le démarrage de Xavier Bertrand, comment le jugeriez-vous? Intéressant, décevant? C'est un homme déterminé et en tout cas, il a envie de gagner. Peut-on être le candidat de la droite sans avoir le soutien officiel de Nicolas Sarkozy? Je pense que Nicolas Sarkozy aura, d'une façon ou d'une autre, beaucoup d'influence dans le prochain scrutin présidentiel. Que voulez-vous dire d'une façon ou d'une autre? Parce que, vous le voyez bien, il est toujours dans le paysage politique, même s'il n'est pas actif et même s'il n'est pas présent, je dirais, au quotidien. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, il a laissé aussi, sans doute, dans l'histoire politique française, une marque indélébile. Et donc cette marque-là fera qu'à un moment ou à un autre, il aura son rôle à jouer. J'ai l'impression qu'un retour de Nicolas Sarkozy, Sarkozy candidat, vous y croyez encore un tout petit peu? C'est pas un problème de croyance, c'est juste le fait que je suis pragmatique et je sais qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien se trouver un candidat. Et si ça se passe mal, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'élection de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au second tour? En tout cas, je pense qu'il faut se mobiliser à fond pour lutter contre tous les extrêmes, parce qu'on sait très bien que ce serait la fin de ce pays, de pouvoir donner les clés aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Donc il n'est même pas question qu'on puisse imaginer ces responsables politiques à la tête de notre pays. Depuis le 21 avril 2002, nous sommes le 21 avril aujourd'hui, on n'a pas tellement progressé, le danger est toujours là. Non, c'est pas qu'il y a le danger, c'est que c'est un combat de tous les jours. Et la politique est un combat de tous les jours. Et les extrêmes sont des combats de tous les jours. Et donc à partir de ce moment-là, il faut se battre jour après jour. Franck Louvrier, merci. Bonne journée.